Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour un nouveau rendez-vous de la laïcité. Lutter contre le prosélytisme dans les services de santé, atteindre une neutralité pour un service de meilleure qualité dans les soins, c'est la question qui va nous intéresser ce soir. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Et pour ce faire, je suis très heureuse d'accueillir Andrée Poquet. Bonsoir Andrée. Bonsoir Catherine. Andrée est présidente du service laïque d'aide aux personnes. Et merci d'être là Andrée. Vous avez aussi devant vous et avec vous Lucie Baridé. Baridez, Lucie? Baridez, oui. Bonsoir Lucie. Vous êtes chargée de projet à la cellule études et stratégies du Centre d'action laïque. Oui, c'est bien ça. Et nous avons également, et pour terminer, Fabien Defresne. Bonsoir Fabien. Bonsoir. Vous êtes sociologue, chercheur et chargé de cours à la Haute École Libre de Bruxelles-Prigogine et l'École de santé publique de l'ULB. Lutter contre ce prosélytisme dans les soins de santé, pourquoi ? D'abord avec Andrée Poquet, on va peut-être définir. Qu'est-ce que vous appelez, vous, au service laïque d'aide aux personnes, qu'est-ce que vous nommez prosélytisme ? Et pourquoi ça vous intéresse ? Donc en fait, avant de parler de prosélytisme, je pense qu'il faut essayer de comprendre ce qu'est la neutralité. Et pour faire clair, le Centre d'action laïque s'est toujours battu pour défendre tout ce qui touchait au service public au sens large. Pourquoi ? Mais parce que par rapport à nos valeurs, nous souhaitons vraiment défendre un accès égalitaire pour tous, dans le respect des libertés de chacun et dans un concept de solidarité. Et quand on dit cela, on se dit pour que chacun de nous, avec ses propres réalités philosophiques, religieuses, etc., puisse bénéficier de toute cette égalité, il faut vraiment se battre pour la neutralité. Alors c'est plus vite dit que fait, évidemment, parce que la neutralité, on a tous notre histoire, nos croyances, nos cadres philosophiques, etc. On n'est pas si neutre qu'on ne le pense. Et donc on n'est pas aussi neutre. Mais au fond, est-ce grave ? L'important est de savoir que quand on est aidant, on est là pour laisser toute la place à l'usager de soins, au patient, pour prendre, lui, les rênes de ses choix à lui. Et donc, nous, en tant qu'aidants, on va au contraire rester en retrait, en respectant évidemment nos valeurs, mais sans faire présager nos propres priorités sur le patient. Ça, c'est un des points. Alors, quand on comprend ce qu'est le concept de neutralité, on peut se dire, le prosélytisme, qu'est-ce que c'est ? Parce que comme tu le disais bien, évidemment, personne de nous n'est neutre, mais le prosélytisme, c'est une étape en plus. C'est une forme d'action, en fait. C'est une action pour convertir, pour conduire l'autre à nos propres croyances. Et donc, tu peux imaginer que dans la relation d'aide, dans tout ce qui est approche clinique, bien sûr, quels que soient les choix, les décisions que l'un ou l'autre prend, nous ne sommes pas là pour l'orienter vers nos chemins à nous, mais de l'aider à comprendre et à rester sur ses propres priorités à lui. Pour que nos auditeurs sachent dans quelle pièce ils jouent, et vous jouez, André, vous êtes président donc, du service laïque d'aide aux personnes, c'est quoi exactement ? Dans quel domaine, de quoi parle-t-on quand on parle de soins et d'aidants ? Alors, la relation de soins, quand on dit ça, monsieur et madame tout le monde, on voit un petit peu le curatif, le soin, le care. On peut vraiment élargir cette approche. D'abord, on va parler des droits des patients. Il y a toute une réflexion pour faire bouger les lignes, puisqu'on vient de fêter les 20 ans des droits des patients. Mais le patient doit être vraiment pris au sens bénéficiaire de soins. Ça veut dire que monsieur et madame tout le monde, nous sommes tous bénéficiaires de soins. Que ça soit dans une logique de prophylaxie, de prévention, curatif évidemment que nous connaissons, revalidation, etc. Et lorsqu'on va se centrer sur le prosélytisme, notre étude s'est centrée peut-être plus sur les structures de soins. N'oublions pas que la plupart des gens, oui, ils vont à l'hôpital, mais ils se font soigner à domicile, en MRS, dans des structures extérieures. Donc, le concept de neutralité, de la prise en charge de chacun de nous, dans le respect de nos convictions à nous,
va évidemment sortir des murs de l'hôpital. Et s'imposer. Est-ce que le patient, justement, quand il fait appel à des services de soins, est-ce qu'il sait dans quoi il joue ? Est-ce que c'est une donnée auquel on ne pense pas toujours ? Alors, je dirais que c'est vraiment un domaine impensé. Pratiquement, si nous arrivons avec nos attentes, nous pensons pouvoir être respectés dans ces attentes et quelque part on a envie de dire ça va de soi. Dans la réalité, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Alors, nous-mêmes, on est souvent piégés parce qu'on a un problème de santé, on consulte pour un problème de santé, on est pris dans la spirale de l'aide, du protocole de soins, etc. Et puis en une fois, on se dit « Oula, qu'est-ce qui est occupé de se passer ? Je suis un peu prise dans un appât. Comment regarder mes vrais choix, faire respecter mes vrais choix, prendre l'énergie nécessaire parce que pour souvent on est en position de faiblesse aussi, on est soit malade, soit en tout cas, si on fait appel à ces soins, c'est qu'on n'est pas en pleine forme. Et donc quelque part, il y a d'abord, comme tu le soulignes, on est en situation de vulnérabilité, de fragilité, où on cherche quelqu'un qui va nous aider, donc on est déjà prêt à lâcher du lest, et puis en une fois on se dit « Oula, je suis dans la spirale, comment faire pour regarder ?» Et c'est vraiment en tant qu'aidant, c'est dans ce regard-là qu'en tant qu'ici accompagnant laïque, on se dit attention, comment en tant qu'aidant, nous allons tout mettre en œuvre pour permettre à monsieur et madame tout le monde de garder une réelle autonomie et qu'ils puissent vraiment garder les rênes du processus. Avant d'interpeller Lucie Baridé sur l'enquête justement qu'a menée le Centre d'Action Laïque sur cette histoire de prosélytisme dans les soins de santé, André, pourquoi est-ce que c'est une question importante là maintenant ? Vous avez remarqué un changement, une aggravation de ce prosélytisme religieux ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le Centre d'Action Laïque et d'autres se saisissent de ça ? Est-ce qu'il y a eu un changement ? Par rapport au prosélytisme, je ne pourrais pas répondre. Par contre, une aggravation ? Il y a une aggravation du cadre de vie du milieu hôpital, qui est de plus en plus un monde en crise, tout azimut, je dirais, au niveau de la carence du personnel, de la charge de travail, etc., etc. Et quand on se dit ça, bien sûr, on se dit il y a un manque de moyens, il y a un manque de personnel, il y a un manque de formation. Je dirais qu'on est prêt à mettre évidemment d'autres priorités. C'est un peu ça qui se passe. Où je me dis, quand j'arrive dans des structures de soins en disant à des collègues, infirmiers, médecins, oui, mais quand même, attention, il y a les droits des patients, il y a l'évolution. Ils ne me contrarient pas, ils disent même que j'ai raison. Mais ils me disent, écoute, honnêtement, on a d'autres priorités. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est quand, évidemment, rien ne va plus ailleurs que tu ne vas pas arriver avec un problème d'une croix, de ceci, d'un foulard, de prosélytisme. On verra ça plus tard, c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, si, évidemment, parce qu'on se rend compte que... Donc là, le terrain est glissant, évidemment. Oui, voilà. Lucie Baridé, justement, alors... Qu'est-ce que c'est que cette enquête qui a été lancée par le Centre d'Action Laïque, que vous avez présentée dernièrement ? Quel a été le modus operandi ? Comment avez-vous réalisé cette enquête et pourquoi ? Alors, je vais commencer par répondre à la question du pourquoi. Donc, comme André le disait, il y a un véritable impensé en fait sur la question du prosélytisme. Donc, nous, au CAL, on a été interpellés par différents témoignages un peu éparses dans notamment les maisons de repos qui nous semblaient complètement problématiques parce que, selon nous, ça s'apparentait à du prosélytisme. Sauf que quand on a un peu cherché à s'outiller sur la question, là, on s'est vraiment retrouvé démunis, c'est-à-dire que dans la recherche scientifique, on a trouvé peu d'études qui s'intéressent au phénomène. Et alors aussi, il faut rappeler qu'en Belgique, on ne dispose pas d'un cadre légal qui permet de lutter contre le prosélytisme, et donc il n'y a pas de définition vraiment juridique. Alors, on a voulu initier une première enquête pour pouvoir visibiliser un peu le phénomène, mais surtout poser en fait un modèle de pensée qui permet d'aller plus loin dans la visibilisation
et la question du prosélytisme dans les soins de santé. C'est un peu une première, on va dire. Il y aura sans doute une suite, en tout cas. Vous avez voulu aller y voir de plus près, en quelque sorte. Voilà, c'est exactement ça. Et qui êtes-vous allé voir, alors ? On s'est intéressé, on a centré notre échantillon d'enquête sur les accompagnants laïcs, qui travaillent au service laïque d'aide aux personnes. Et en fait, on a, sur la méthodologie, on a constitué 3 focus group qu'on a pu constituer d'abord par un questionnaire qu'on a distribué auprès de tous les accompagnants, d'abord pour savoir si la question du prosélytisme les interpellait, en fait. Ils s'en saisissaient dans leur quotidien, leur travail. C'est ça, exactement. Et grâce à nos questionnaires, on a pu constater que oui, la question était tout à fait pertinente. On a donc constitué 3 focus group, un dans la région de Charleroi, un dans la région bruxelloise et un 3e à Namur. Et donc, dans ces focus group, on est allé poser des questions aux accompagnants laïcs sur le prosélytisme. Et grâce à leurs réponses, on a pu en fait constituer 3 modèles, 3 formes de situations, on va dire, que eux identifient comme étant du prosélytisme dans les soins de santé. Et à partir de là, on va pouvoir continuer le travail d'enquête, de recherche pour visibiliser vraiment le problème. Avant que vous nous disiez les grandes lignes qui ressortent de cette enquête, j'avais envie d'interpeller Fabien. Fabien Defresne, vous avez aidé Lucie et André en quelque sorte. Elles sont venues vous trouver, vous chercher, puisque vous êtes chercheur et enseignant, que vous formez en quelque sorte les aidants et les pratiquants en soins de santé. En quoi avez-vous pu apporter votre aide ? Lucie me disait, par exemple, les focus group, c'était votre idée. Vous avez donc aidé à cette étude. En fait, il fallait objectiver un phénomène qu'on voit, qu'on sent en tout cas monter. Le mot n'a peut-être pas encore été prononcé ici, mais c'est le fait social religieux. On sent par une série d'éléments, que ce soit dans la presse, dans l'actualité donc, mais aussi dans nos vies quotidiennes, on sent bien que le fait social religieux monte. Alors, ce n'est pas un problème en soi, évidemment, à partir du moment où les convictions des uns et des autres sont respectées. Et là où le problème peut arriver, c'est à partir du moment où la volonté du patient, puisque là on parle essentiellement des patients, n'est plus respectée. Alors on est déjà sur le territoire belge dans une histoire qui est particulière, avec des réseaux, des piliers. Donc on a déjà une série d'éléments par rapport à ça, et se greffent sur ces éléments-là de nouveaux éléments en matière religieuse. Et c'est évidemment en termes de respect d'abord du patient qu'il fallait tenter d'explorer, parce qu'il s'agit en fait quelque part d'une réflexion avant d'être une œuvre scientifique au sens strict du terme. Donc l'objectif était vraiment de pouvoir objectiver cet élément-là. Et je pense qu'on y est finalement arrivé. Et je crois que de faire parler les personnes qui ont parlé pour cette enquête que Lucie a réalisée, ça permet effectivement de faire émerger une série d'éléments. Et donc je pense que ça, c'est une bonne base qu'il va falloir élargir, puisque là, on a 2-3 éléments, quelques pistes, Lucie les a rappelés là, quelques pistes pour voir de l'avant et probablement d'aller observer, aussi bien à l'hôpital, puisque c'est évidemment la structure de soins que tout le monde connaît, mais André l'a rappelé avec raison. L'ensemble des soins primaires, et je pense évidemment à votre médecin généraliste, je pense à votre kiné, je pense aux maisons médicales, je pense à tout ce qui se trouve entre la 2e ligne de soins à l'hôpital et cette ligne parce que l'hôpital, primaire. c'est une petite parenthèse, mais l'hôpital souvent c'est une grosse structure où on sait si ces hôpitaux-là sont plutôt d'obédience catholique, Exactement. d'autres plutôt neutres, laïques. On sait un peu où on met les pieds. En soins à domicile ou dans d'autres structures, c'est peut-être un peu plus difficile de savoir C'est pour ça à que qui on a affaire. J'allais ajouter les maisons de repos et de soins. Maisons de repos. André en a parlé. On est là avec des personnes, mais c'est le cas quand même dans beaucoup d'institutions de soins, de personnes vulnérables.
D'abord en termes de santé, évidemment, c'est la raison qui les amène pour la plupart du temps là, et qui parfois cumulent d'autres types de vulnérabilités, qu'elles soient de type culturel, social, économique, et donc se greffent comme ça toute une série d'éléments, et Dieu sait si, c'est le cas de le dire, nos sociétés sont aujourd'hui en crise. Là aussi, André le soulignait avec raison, les institutions de soins sont en crise, mais par ailleurs, les patients sont eux-mêmes en crise. Et dès lors, c'est, à mon sens, un élément extrêmement critique pour les 10, 15, 20 années à venir. C'est vraiment respecter les opinions et les convictions religieuses des soignants. Ça, il n'y a évidemment aucun problème, mais il ne faut évidemment pas que ces convictions débordent dans les soins, que ce soit dans le travail social d'ailleurs ou dans le travail lié aux soins. C'est ce que vous leur enseignez, vous, quand vous donnez cours à ces futurs aidants et soignants, c'est de garder vraiment une neutralité ? C'est un travail qui n'est pas extrêmement facile à faire, même si j'ai la chance de travailler dans une institution où les choses sont claires. C'est plus difficile qu'avant ? C'est plus difficile qu'avant. Pourquoi ? Parce que les publics qu'on a devant soi sont eux-mêmes touchés par le fait social et religieux qui explose. On voit ça dans les auditoires, et je le répète, ce n'est pas un problème en soi. Sauf quand on aborde des thèmes comme les soins palliatifs, par exemple, où la question de la mort s'impose, évidemment. Oui, qui est très différente si on est croyant ou pas. Et en fonction de même et puis de la à l'autre religion. bout de la vie, c'est-à-dire au début, ou quand la vie n'est pas encore là et qu'on parle de l'IVG, par exemple, ça, ce sont d'autres questions qui provoquent à tout le moins des haussements d'épaules et parfois des remarques où des étudiants nous disent qu'il est absolument hors de question qu'ils conseillent l'IVG à des patientes ou à des familles, que sur les soins palliatifs... contre ses convictions absolument. À lui. Et vous lui dites quoi alors ? Bah si, tu dois. Exactement. Tu dois mettre en fait, de côté tes convictions. Il y a une seule solution par rapport à ça, c'est de rappeler la déontologie et l'éthique du métier. Mais là où mon inquiétude se situe, c'est évidemment, est-ce que l'éthique et la déontologie du métier et la loi telle qu'elle est aujourd'hui, notamment celle qui touche aux droits du patient, est-ce que tous ces éléments sont suffisants pour garantir la liberté de conviction des patients ? La réponse semble non. La réponse semble non. Tous les trois. Lucie, donc Fabien, lui parle d'étudiants, on va dire ça, qui sont en formation. Vous avez rencontré des gens qui travaillent depuis quelques années, qui sont sur le terrain. Est-ce qu'ils avaient conscience de cela ? Vous avez dit, oui, c'est une question qui se pose. Est-ce qu'ils en avaient vraiment conscience de l'influence qu'ils peuvent avoir ? Est-ce qu'ils font tout pour que leur neutralité, en tout cas réfréner leur prosélytisme, s'ils en avaient ? Donc nous, on a surtout rencontré des accompagnants laïcs. Et moi, ce qui m'a étonnée, c'est que la question du prosélytisme n'était pas du tout évidente pour eux. C'est-à-dire qu'ils nous ont relayé toute une série de témoignages avec certaines choses, je vais dire... En fait, je vais donner un exemple, plutôt, ce sera plus simple. Donc, une des formes de prosélytisme qui a été identifiée par les accompagnants laïcs, c'est le fait qu'il y a une prédominance du culte catholique dans l'accompagnement. Donc, on a eu des témoignages, par exemple, sur le fait que dans un hôpital, le lieu qui est qui est dédié à l'accompagnement, donc à toutes les formes d'accompagnement, catholique, laïque, musulmane et autres, en fait, c'est une chapelle. Qui est une chapelle catholique. Voilà, c'est ça, une chapelle catholique. Et les accompagnants laïcs ont dû se battre, en fait, pour que cette chapelle devienne un lieu neutre. Et on voit, en fait, qu'il y a un laxisme un peu institutionnel face à ce type de situation. Parce que, en fait, c'est normal que ce soit les catholiques qui soient les plus présents. Et on s'est habitué, en fait, à ce que les soins de santé soient régis par des normes religieuses de tradition, catholiques. Quoi, voilà, c'est ça. Ça fait partie de la tradition. Et donc, on ne s'interroge plus, quoi. On n'a peut-être pas, ou alors, comme disait André, on n'a pas les moyens de s'interroger, ou alors c'est pas le sujet principal, il passera par la suite, ou bien non, on n'y touchera jamais, même si on a les moyens. Ça, on verra. Vous allez dire. Parce que pour autant, il y a aussi un prosélytisme laïque qui peut s'instaurer.
André, vous voulez réagir? Mais je voulais réagir à ce que disait Fabien, parce que, bon, bien sûr, je reprends la première phrase, on n'est pas neutre en tant qu'aidant. Donc un prestataire de soins peut faire exercer sa liberté de conscience. Le cadre juridique nous le permet. Ce qui est illégal, c'est qu'une institution se dise contre... L'institution, par définition, n'a pas de conscience. Et donc, quand une structure dit « oui, mais chez nous, on ne fait pas d'avortement, on ne fait pas d'euthanasie » ou d'autres, parce que il y a quand même... toute relation d'aide est quand même porteuse de valeurs éthiques, et ça vaut la peine de voir de quoi on parle. Donc, l'institution ne peut pas se dire avec une conscience catholique, musulmane, politique ou autre. C'est là que se situe le problème. Alors, on réalise que le terrain est glissant. Parce que si on me dit « ah oui, mais moi, je n'ai aucune infirmière qui n'est pas catholique, ou qui n'est pas musulmane, ou qui n'est pas ceci », alors on ne sait pas fonctionner. Ça, c'est une responsabilité de direction d'hôpital. D'avoir des gens qui sont capables de donner l'ensemble des soins dans un service public, et cela de la conception à la mort. Alors pour reprendre ta phrase, mais au fond, est-ce qu'il n'y aurait pas un prosélytisme athée ? C'est une question importante, évidemment. On n'est pas là pour faire prévaloir nos valeurs plus que les autres valeurs. Voilà. Exactement. On cadre les autres, mais nous, on peut. Non. Ça ne tient pas la route. Non. Donc, clairement, nous sommes là en tant que laïcs, pas en tant qu'athées. Et être laïque, c'est respecter toutes les convictions philosophiques et religieuses de manière à ce que chacun ait sa juste place dans une société où on va tout mettre en œuvre pour se centrer sur le vivre ensemble. Oui, moment suspendu, parce que j'allais me retourner vers Lucie, qui va ajouter. Oui, moi je veux rajouter que le laïc, en fait, n'est pas là pour faire passer ses propres convictions à lui, il est là pour que les convictions du patient soient respectées au sein des institutions et au sein de son parcours de soins. Donc, pour moi, voilà, il ne peut pas y avoir vraiment de prosélytisme laïque, parce que le laïc est vraiment là pour faire le lien, en fait, afin de s'assurer que ce soit les choix, les convictions du patient qui priment. J'allais y venir, parce qu'évidemment, dans le but, tout ça, et vous trois, vous y travaillez, d'une autonomie totale du patient. Le patient doit rester autonome dans ses choix et dans les actions qu'il pose, en fin de vie, en milieu de vie, que sais-je, à toutes les étapes de la vie, en fait. C'est pour ça qu'on se bat. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Je veux dire que nous, en tout cas, notre souci, en tout cas, c'est vraiment toujours préserver l'autonomie du patient, faire en sorte qu'il puisse s'autodéterminer dans ses parcours de soins. Et donc, ça vaut autant pour les patients athées que pour les patients catholiques. Si un patient catholique veut faire valoir ses convictions dans son parcours, nous, en tant que laïcs, on est là aussi pour que ces choix soient respectés. Voilà. Revenons à l'enquête, et pour en terminer dans les grandes lignes, qu'est-ce qui vous a surprise dans ce que vous avez récolté, en tout cas comme réponse, comme réflexion après tous les focus group et l'analyse de ces données ? Donc oui, j'y ai déjà partiellement répondu sur la première forme de prosélytisme identifiée par les accompagnants laïcs, donc le fait qu'il y ait une prédominance du culte catholique dans l'accompagnement moral et spirituel. Voilà, là, ce qui me surprend, c'est vraiment ce laxisme institutionnel, c'est-à-dire qu'on laisse en fait les accompagnants s'auto-gérer. Donc, pour vous donner un exemple de nouveau, on a eu un témoignage sur une institution de soins où en fait c'est l'aumônerie catholique qui trie toutes les demandes d'accompagnement. Et donc, forcément, ça crée des petites, des problèmes en fait dans le relais des demandes. Et l'institution ne se préoccupe absolument pas
du tri de ces demandes ou n'apporte pas en fait de solution pour que ce soit réglé autrement que par l'aumônerie catholique. Donc voilà, ça c'est un des premiers points qui m'a surprise. Un autre point, donc, c'est sur la deuxième forme de prosélytisme identifiée par les accompagnants. Donc, ils nous ont relayé toute une série de situations où clairement on voit que les convictions religieuses du personnel vont primer sur l'intérêt du patient. Et là, je pense à un témoignage qui m'avait fortement marqué. C'est une dame âgée qui est en demande d'euthanasie. Elle est accompagnée de sa famille qui la soutient. Et en fait, là, c'est les infirmières qui font pression à l'hôpital pour que sa demande ne soit pas reçue. Et les infirmières se permettent d'émettre un jugement de valeur auprès de la famille en disant mais vous êtes des assassins, vous allez tuer votre mère si vous la laissez faire sa demande, quoi. Oui, donc là, ce sont des choses impensables. Oui, voilà, et ça ne va pas du tout parce qu'il faut bien se rendre compte qu'une demande d'euthanasie, c'est jamais facile. Donc la patiente est déjà dans une situation de vulnérabilité extrême, de souffrance. La famille aussi, et donc ce genre de formule peut vraiment être très très violente pour la famille et la patiente surtout qui la reçoit, quoi. Fabien, j'ai l'impression que c'est des questions d'un autre âge. On avait peut-être trop dans l'idée qu'on avait dépassé ces questions-là et qu'on était passé à autre chose. Pas du tout. Il y a un réel retour ou bien on n'a pas été assez vigilant, on a mis ça sous le tapis? Je n'ai pas de réponse claire à cet égard-là, hein. A priori, c'est très difficile de répondre à ça. Par contre, votre sentiment, vous, qui est sur le terrain quand même. Moi, je voudrais le placer autrement, cet élément-là, c'est-à-dire tenter d'éclairer la situation. Et donc, qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour éclairer cette situation? Parce que dit comme ça, froidement, chacun écoute cette émission dans sa voiture ou dans son salon, peu importe, et donc ça n'a pas de chair. Et donc, j'aimerais quand même bien qu'on ramène un peu à la situation directe que vivent les patients, et donc de mettre des mots sur les choses. Et pour ça, lorsque j'avais été invité à m'exprimer lors de la réunion, la conférence, du colloque qui avait été organisé, j'avais eu l'idée de reprendre les théories de Goffman. Erving Goffman, c'est un sociologue. Dans mes recherches, je l'ai mobilisé. C'était Céline Mailleux, donc, qui est professeure à l'école de santé publique de l'ULB, qui m'y avait invité. Et je me suis dit qu'il y avait un concept qui était pas mal chez Erving Goffman, qui touchait à ce qu'il appelle, je fais très court évidemment, ce qu'il appelle les mortifications. Et donc, il montre, notamment dans les asiles psychiatriques, que les patients sont victimes d'une série d'humiliations, de déshumanisation, voire de dépersonnalisation. Et donc, il place ça sous le vocable, justement, de la mortification. Et donc, une atteinte extrêmement profonde à la personnalité de l'individu et du patient, là, en l'occurrence. Et l'hypothèse que je pose, et qui appelle évidemment à être vérifiée à un moment par des travaux, par des recherches qui vont venir, je l'espère, c'est de montrer justement que ce prosélytisme touche en fait aux mortifications, il touche à l'individu, il touche à la personnalisation, enfin, il déshumanise en fait les gens, puisque les convictions, c'est ce qui nous fonde. Donc ça déstructure l'individu et la société. Et ça, je crois que c'est important de mettre la lumière sur cet élément-là précis. C'est une hypothèse, elle demande à être vérifiée, mais je pense que ça permet d'éclairer cette situation. Ça va permettre à certains de relire Erving Goffman. Il nous reste quelques secondes, André Poquet. C'est sans doute ça, évidemment, toujours dans vos actions, c'est de réhumaniser nos sociétés et l'individu pour être libres ensemble. Ce ne sera qu'en fonction de ce travail-là qu'on pourra mieux vivre. Je pense en effet que c'est vraiment au niveau de nos valeurs qu'on a croisées ici entre nous pendant cette demi-heure qu'on arrivera à mettre vraiment des patients au centre de tous les projets, en mettant vraiment la lumière sur leurs attentes, et nous sommes là pour les accompagner. Point.
Ben voilà, vous mettez un point final parce que malheureusement nous nous quittons déjà, c'est très rapide cette demi-heure en votre compagnie. Merci André Poquet pour votre intervention, merci Lucie Baridé. À la seconde enquête vous revenez évidemment, vous prolongez la recherche puisque maintenant toutes ces données vont être triturées pour en faire d'autres choses et faire avancer la recherche. Merci Fabien Defresne. Merci à vous d'avoir été là ce soir pour nous en parler également. Merci à tous d'avoir choisi de nous écouter. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci à vous.